Bonjour à tous, ça me fait plaisir d'enregistrer cette petite vidéo. Je suis ici à Rabat dans la maison d'enfance, ce qui est aujourd'hui la maison de ma mère puisque mon père est décédé. Et je voulais vous raconter un peu les nouvelles depuis mon arrivée au Maroc. Ça fait à peu près 2 semaines maintenant que je suis arrivée. Avant toute chose, je vous souhaite la bienvenue si vous êtes de passage sur cette chaîne et que vous êtes également en deuil. J'ai consacré la chaîne sur le sujet du deuil de ma sœur jumelle. Elle est morte il y a un peu plus d'1 an et demi du cancer du sein, et puis elle avait une métastase osseuse au niveau de la hanche. J'ai démarré cette chaîne l'année dernière, en 2023, et voilà, je voulais partager avec vous un petit peu mon quotidien maintenant de jumelle et comment je vis en fait le deuil et comment j'arrive à tenir le coup. Alors voilà, vous êtes bien évidemment les bienvenus pour vous abonner à cette chaîne, pour nous raconter votre histoire dans les commentaires, pour nous donner vos astuces, votre vision du monde et de la vie et de la mort et même de la maladie, enfin ce qui vous touche vous aujourd'hui. Gardez en tête quand même que cette chaîne regroupe des personnes le plus souvent qui sont en deuil et qui sont encore dans la douleur. Donc gardez ça en tête quand même pour avoir des commentaires un petit peu empathiques et gentils. Voilà, alors vous pouvez également mettre un pouce sur la vidéo et vous pouvez... voilà ce que j'ai déjà dit. Pardon si c'est un peu difficile encore pour moi de raconter ça, parce que j'ai beau le faire depuis de nombreuses vidéos maintenant. Si vous regardez sur la chaîne, il y a l'année dernière et puis il y a cette année. Et malgré la quantité de vidéos que j'ai enregistrées, je n'arrive toujours pas à me sentir à l'aise avec cette introduction. J'avais pas envie de préenregistrer un truc voilà, qui fasse un peu un côté robot où je vous raconte un script enregistré. Non, ça reste du vivant, très simple sur cette chaîne, ça reste totalement authentique. Et la difficulté de raconter à chaque fois cette introduction, je pense réellement que ça va m'aider à de plus en plus guérir de cette douleur de la séparation. Donc je m'inflige ça, mais je continue. Alors, depuis que je suis arrivée ici, je vous avais enregistré une première vidéo où j'étais à la plage, à la maison de la plage, et je vous avais raconté à quel point ça avait été difficile pour moi d'accepter de dormir là-bas. J'y suis allée avec ma mère, on n'était que toutes les deux, et j'ai très très mal dormi. Je suis restée presque une semaine et j'ai eu énormément de difficultés à dormir. La nuit, j'étais terrorisée en fait. J'avais tous mes souvenirs, ma culpabilité, et le paranormal en fait. Le paranormal qui ne me laissait pas en paix. Il m'est rien arrivé, j'ai eu vraiment absolument rien, mais je n'étais pas en paix. Pardon. Ça a été très très difficile pour moi et épuisant. Il y avait vraiment beaucoup de souvenirs qui me sont remontés à la figure de ma soeur jumelle. Ça, c'est quand je montais dans ma chambre et que j'avais la chambre de ma soeur juste en face. Mais quand j'étais dans le salon aussi, parce que dans le salon, j'avais tous les souvenirs de mon père. Et mon père, en fait, il est décédé juste avant, quelques mois avant ma soeur jumelle. Et c'est aussi une chose difficile pour moi parce que j'ai pas eu le temps vraiment de prendre le temps en fait de ce deuil-là déjà. À ce moment-là, quand il est décédé, en fait, ma soeur jumelle était encore vivante et elle était très très mal en point et elle pouvait pas voyager, je pouvais pas la laisser non plus, donc je n'ai pas pu assister en fait aux obsèques de mon père et donc faire mon deuil en fait d'une certaine façon. Et donc, quand j'ai passé cette petite semaine à la maison de la plage, pour la première fois, en fait, depuis que mon père est mort, d'après ce que me dit ma mère, j'ai moi, utilisé la cheminée. En fait, j'ai fait du feu de cheminée, feu de bois dans la cheminée, je veux dire. Et en fait, ça, c'est vraiment un geste que mon père faisait tout le temps. C'est lui qui était en charge d'allumer
la cheminée la nuit, le soir. Et personne d'autre ne le faisait vraiment en fait. Et on a tous en tête, mes frères et sœurs, moi, ma mère, cette image de mon père assis à côté de la cheminée et en train de s'en occuper. Et il passait vraiment très longtemps à côté parce que je pense que ça devait énormément le calmer. Quand je suis venue, j'y ai même pas réfléchi parce que moi j'adore les feux de cheminée et puis en plus j'adore le faire. Alors tout de suite je me suis dit oh bah tiens il y a du bois, la cheminée donc je vais le faire. J'ai pas réfléchi. Je sais qu'il y a un petit truc à l'intérieur de moi qui m'a dit mais tu prends la place de ton père là en fait. Et voilà. Donc c'est ça que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est que pendant des gestes assez banals, on est en train de faire quelque chose, on est au cours de la journée, et bien derrière il y a le ruminage. En fait, il y a énormément de ruminage, énormément d'énergie vitale qui est consommée avec ce dialogue intérieur. Et ça a l'air de rien, mais il faut vraiment imaginer, c'est pas juste une petite rivière de pensée qui passe au loin, derrière, dans son subconscient. C'est aussi gros qu'un fleuve. C'est à ce niveau-là, quoi. Vous imaginez l'Amazone, ben c'est ça que j'ai dans ma tête. Avec les émotions qui vont avec. Et c'est pas forcément perceptible. Je suis pas là en train de me dire, tiens, je suis en train de penser à toutes ces choses-là. Donc je me rends compte juste que je suis épuisée. Et je me dis, mais comment je fais pour être aussi épuisée? J'ai l'impression que j'arrive pas à me reposer. Et c'est parce qu'en fait, derrière, il y a un fleuve qui est en crue, qui n'arrête pas de couler. Il y a des fagots de bois dedans, il y a des débris. Il y a énormément de choses qui circulent sur ce fleuve et qui est vivant et qui prend énormément d'énergie. Donc voilà, ça c'était la première chose que je voulais vous dire. Donc le miracle que j'ai eu au milieu de tout ça, c'est que j'ai eu un chat sorti de nulle part. Voilà. Un petit chat assez jeune encore, extrêmement doux, extrêmement affectueux, qui est sorti de nulle part et qui s'est collé à moi comme si je le connaissais depuis toujours. Et ce chat, il est venu dormir plusieurs fois la nuit avec moi. À partir du moment où il est arrivé, j'ai commencé à me détendre et à me sentir mieux. Je me sentais plus en sécurité, je me sentais... Ouais, en fait, je me sentais protégée, je me sentais pas seule. Et puis surtout, j'ai reçu tellement une dose d'affection avec ce chat. C'est hallucinant, en fait, d'avoir un chat qui sort de nulle part et qui a un comportement très affectueux et très proche et qui parle, qui est adorable. Alors que c'est pas moi qui l'ai élevé, je le connais pas du tout. Et donc, il a continué à me rendre visite comme ça. Toute la journée, il restait après à la maison et la nuit. Et là, je me sentais bien. Donc évidemment, quand je suis partie, ben, ça m'a brisé le cœur de le laisser. Je ne l'ai pas vu le jour où je suis partie. Il n'était pas là et je sais pas. C'est juste un geste divin, je pense, qui m'est tombé dessus. Mon ange gardien, ma soeur jumelle, je ne sais pas qui, est venu à mon secours à ce moment-là. Voilà. La deuxième chose que je voulais vraiment partager avec vous sur cette vidéo, c'est que je suis tombée sur un livre, un roman. J'ai pas le livre sous les yeux là maintenant, mais si c'est quelque chose qui vous intéresse, posez-moi la question et je vous écrirai en commentaire. C'est un livre qui m'a énormément soulagée parce qu'il parle du deuil et il ne parle pas du deuil de façon analytique, psychologique. Non, c'est un roman. C'est juste un roman. Et c'est une amie de ma mère en fait qui lui a prêté. Ma mère ne l'a pas lu. Et moi, quand je l'ai vu, j'ai été hyper attirée par ce livre en me disant « Je sens qu'il faut que je le lise ». Et quand j'ai commencé à parcourir les premières pages, j'ai pas pu m'arrêter. Je l'ai lu et en fait en très très peu de temps je l'ai lu, peut-être en 3 jours, je sais pas exactement. Je pouvais pas le lâcher parce que ce livre raconte l'histoire d'une femme qui vient de perdre son mari. Donc son mari a un accident de la route et il meurt. Et ce livre raconte pendant 1 an comment elle vit la mort et la solitude et la douleur, etc. Et c'est super bien écrit parce qu'en fait, le livre parle pratiquement de tout sauf de ça. Je sais pas comment vous dire. C'est pas du tout un livre qui s'apitoie sur les émotions tristes.
Non, il est très terre à terre. Et c'est ça qui m'a énormément touchée parce que j'ai senti que tout ce que cette femme écrivait dans ce livre, en fait, j'avais l'impression qu'elle prenait la parole à ma place. Et les gestes que l'héroïne, elle faisait dans ce livre, c'est comme si elle le faisait pour moi. Je l'ai vécu par procuration et ça m'a énormément apaisée. Dans ce livre, la majorité du temps, au départ, elle s'enferme, cette femme qui a perdu son mari. Elle est sous l'effet du choc. Elle s'enferme et elle reste dans le noir et elle passe plusieurs mois comme ça. Plusieurs semaines à dormir, à renoncer à voir le soleil, à voir l'extérieur et à renoncer à rentrer en contact avec le monde extérieur. Dans une énorme lassitude, une énorme fatigue, une énorme... comment vous dire, c'est comme si tout s'est arrêté et on est juste au niveau d'un... On a l'impression d'être un organisme vivant qui s'est posé là, qui est vivant, et c'est tout. Il ne se passe rien d'autre. C'est-à-dire qu'il ne se passe plus rien de j'ai envie de ça, j'imagine ça pour mon futur, je me projette dans quelque chose. Il n'y a pas de projection, il n'y a pas de souhait, il n'y a pas de désir, il n'y a pas d'illusion, il n'y a pas de pression, il n'y a pas de stress. Alors vous allez me dire, bon, ben, on est proche du bonheur. Mais en fait, on est en plein dans la douleur et en même temps, on est dans une forme de paix. Je ne sais pas comment vous expliquer. Et c'est très difficile de s'extirper de cet état-là. Donc tout ça pour dire que quand j'ai lu ce livre, je me suis dit, mais en fait, c'est ça dont j'avais besoin. Je me suis dit, j'ai salué le courage de l'héroïne dans le livre pour avoir pris vraiment le temps de renoncer au monde extérieur et de vivre sa peine. Dans le livre, elle n'est pas morte. Alors, moi, je pense que je ne sais pas si j'aurais tenu le coup. Je ne sais pas si j'avais suivi ce chemin-là, si j'avais suivi cet exemple-là, je ne sais pas. Ce que j'ai fait l'année dernière, donc quand ma soeur jumelle est morte, c'était le 5 janvier. J'ai passé toute l'année 2023 à me débattre dans tous les sens pour être active. J'ai travaillé dans 3 endroits différents et j'ai eu beaucoup de problèmes. J'ai été en groupe tout le temps parce que la solitude était totalement invivable pour moi. Donc j'ai vraiment fui une situation qui pour moi était un danger immédiat sur moi. C'est-à-dire je pensais vraiment que si je restais seule, je n'allais pas survivre. Et je me suis mise en sécurité comme ça, mais je n'étais pas capable en fait de rentrer en contact tant que ça avec le monde extérieur. Mais j'étais dans un état de sidération. Ce qui fait que j'étais fonctionnelle et que j'ai essayé du mieux que j'ai pu de faire tout ce que j'avais à faire et d'être dans la relation aux autres. Simplement, j'étais excessivement vulnérable et j'ai eu très très mal parce que j'ai eu des mauvaises rencontres et ça m'a vraiment fait du mal. Et cette deuxième année, donc là on est dans l'année 2024, elle était terriblement douloureuse pour moi. Vous le savez si vous me suivez depuis le début. En temps normal, j'habite en Bretagne et j'habite là dans la petite ville où ma soeur jumelle a vécu toute l'entièreté de sa maladie quasiment et la mort. Et mon appartement est là, donc je ne peux pas aller habiter ailleurs, voilà. Et j'ai eu à un moment donné cette envie d'affronter la situation. En fait, c'est pas moi qui l'ai choisi, c'est que vous avez qu'à regarder les vidéos de l'année dernière, mais ou du mois de janvier de cette année 2024. Mais en gros, j'ai été virée de là où j'étais, là où je voulais rester, où je pensais pouvoir guérir de mon deuil, etc. J'ai simplement été proprement virée avec... voilà, ça a été très très dur pour moi ce qui s'est passé. Et je ne m'attendais pas en fait à ce genre de comportement de la personne, des personnes chez qui j'étais à ce moment-là. Et ça a été très dur pour moi. Donc une fois que je me suis retrouvée dans cette situation, je me suis dit, bon, bah, tu n'as plus qu'à affronter. Et je suis arrivée en Bretagne et j'ai décidé donc d'intégrer mon appartement et de réellement m'y installer. Et là, j'ai été totalement seule et j'ai vraiment vécu la douleur. Voilà. Donc,
ce que je veux dire, pourquoi je vous raconte tout ça, parce que bon, là, tout ça, c'est un peu des redites, mais par rapport au livre, je me suis rendu compte que quand j'étais toute seule dans mon appartement, et que là, vraiment, j'étais à la limite de me taper la tête contre un mur, tellement je me disais, mais c'est pas possible, qu'est-ce que je suis en train de vivre là, mais qu'est-ce que je fais là, et est-ce que c'est vraiment ça ma réalité, est-ce que c'est vraiment vrai que ma soeur est morte, et est-ce que c'est vraiment vrai tout ce que je suis en train de vivre. Et en fait, j'étais... je ne me laissais pas en paix en fait, parce que je savais que dégringoler, ça va très très vite, et que quand on se laisse aller dans le deuil, quand on se laisse aller dans la douleur, dans le découragement, ça va beaucoup plus vite de dégringoler que de remonter. Donc j'avais une espèce d'alarme à l'intérieur de moi qui me disait, mais tu ne peux pas t'autoriser à ce point à aller mal. Donc j'étais tout le temps dans le contrôle, ce qui fait que je ne me laissais pas en paix. Je m'obligeais à sortir de chez moi, alors qu'en fait, je n'étais pas capable. Je me suis obligée à aller faire du vélo pour reprendre contact avec la nature, parce que la nature est vraiment un guérisseur naturel, enfin automatique, on n'a rien à faire, et sur moi, ça fonctionne très très bien. Donc à chaque fois que je réussissais à sortir de chez moi et à faire un tour en vélo, aller voir l'océan, aller dans la campagne, sous les arbres, etc., je revenais en me disant, c'est tellement bon en fait la vie, c'est tellement bon de ressentir le calme et la sérénité, la paix. Mais ce n'était pas avec des êtres humains en fait, c'était pas avec vraiment. Et de temps en temps, je me suis forcée aussi à quitter cet appartement et aller voir des amis qui habitaient un peu plus loin. Là, je suis en train de gigoter parce que je suis en train de me taper une douleur au mollet. Parce que je pense que je suis tellement crispée de vous raconter ça que c'est en train de se manifester dans ma jambe. Voilà. Et en fait, c'est ça. C'est que je me suis forcée à ci, forcée à ça. Alors bien sûr, j'étais rentrée dans une compulsion alimentaire de sucreries et de mauvaise alimentation pendant plusieurs mois. Et j'en étais malheureuse parce que j'avais pris beaucoup de poids. Et je continuais à prendre du poids. Je me détruisais, quoi, vraiment. Et je ne pouvais pas agir dessus. Donc je me suis quand même menée la vie dure. Et c'est ça que je veux dire, c'est que dans le livre, quand je lis ce qu'elle dit, et comment elle s'organise, elle, pour vivre les premiers mois, donc bah là, elle affronte vraiment le deuil, je me rends compte qu'elle s'est foutue la paix. Complètement. Elle est allée jusqu'au bout de ce qu'elle ressentait. Et ce qu'elle ressentait, c'était de rester enfermée, de rester allongée, d'être une mort vivante, en fait, et de vivre complètement le choc, exactement comme le corps est capable de faire. Ce qui fait que je n'ai pas fait ça. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que c'était hyper dangereux. Et je continue de croire que c'est très dangereux. Mais sauf qu'aujourd'hui, on est voyé à 1 an et demi, presque, enfin pas encore 2 ans, mais on s'approche des 2 ans et je suis épuisée. Je suis toujours épuisée parce que toute l'année dernière, la première année de deuil, j'étais dans la sidération et je me suis obligée à être dans l'hyperactivité pour rester vivante, alors que j'étais épuisée et je n'ai pas pu me reposer en fin de compte. Et c'était très dur pour moi parce que j'essayais de m'accrocher, de travailler, de faire ce que j'avais à faire. Et à côté de ça, l'énergie n'était pas là. C'était aller à contre-courant, en fait, de ce que je ressentais. En même temps, j'ai vécu parfois des moments, des choses qui étaient nourrissantes. Mais en fait, ce que j'avais besoin, peut-être sûrement, c'est qu'on prenne soin de moi et que je reste dans un endroit où c'était simple d'avoir de la nourriture, de pouvoir dormir en toute sérénité et puis prendre le temps nécessaire. Mais ça n'a pas été possible. J'ai dû changer d'endroit plusieurs fois. J'étais nomade et c'était vraiment... Voilà. Cette année, j'aurais voulu être moins isolée, peut-être. Avoir effectivement quelqu'un qui puisse prendre un peu soin de moi, qui puisse faire le relais. C'est-à-dire, la femme, dans son livre, l'héroïne, elle a sa famille, quelque part, qui était là. C'est-à-dire, physiquement, ils n'étaient pas là parce qu'elle les autorisait pas à venir. Mais elle savait qu'il suffisait qu'elle décroche son téléphone et qu'elle disait un souci, il rappliquait tout de suite. Donc quand on sait qu'il y a quelqu'un qui est là et qui est prêt à t'aider, au moment où tu en as besoin, tu peux te laisser aller à dégringoler. Tu peux te dire, je vais faire en sorte de pas les ennuyer. Mais si jamais vraiment je perds le contrôle, eh bien,
il y a quelqu'un. Et ça, c'était pas mon cas. Cette année, ben, j'étais toute seule et c'est pas la faute des autres, hein. C'est moi qui habite là, en Bretagne, et que ben, mes amis n'habitent pas là, ma famille n'habite pas là. Donc, et voilà, donc c'est ça qui a fait que je me suis dit, je ne peux pas m'autoriser. Les quelques amis que j'ai eu de passage, ben, n'ont pas pu faire ce rôle-là en fait. Ils n'étaient pas des amis fiables, ni de longue date, ou en tout cas ça n'a pas fonctionné, ce qui fait que j'ai pas pu avoir ce côté sécuritaire, de pouvoir aller vivre pleinement la douleur en fait de mon deuil et la tristesse, et puis surtout vivre cette fatigue. Donc là maintenant, voilà, on est en début novembre. Je suis à la fin de ma 2e année de deuil. Je suis toujours autant épuisée. Ce qui fait que maintenant que j'ai lu ce livre, donc je me rends compte que il y a quelque chose de normal à ce que je suis en train de vivre. C'est juste que ça fait bizarre parce que ça fait plus d'1 an que le deuil a lieu. Et je sais que j'ai décalé les choses d'une année parce que comme l'année dernière, j'ai vraiment été dans la suractivité et je la compte pas parce que j'étais en état de sidération et j'étais en suractivité. Donc je n'ai pas pu rentrer dans le deuil du tout. C'est comme si je démarrais mon deuil cette année. Et ben d'accord, j'ai pas terminé le deuil cette année, je suis d'accord, mais je trouve que la fatigue dans laquelle je suis, elle est incompréhensible. Moi, j'ai beaucoup de mal à l'accepter. J'ai beaucoup de mal à l'accepter. Je me juge très négativement parce que, évidemment, cet été, finalement, j'ai fini par essayer de reprendre les choses en main, ma santé en main, parce que je m'inquiétais beaucoup. Et j'ai commencé à faire tout ce que je sais faire en naturopathie hygiéniste. Et ça a marché. J'ai commencé à perdre un peu de poids, à être un peu plus en équilibre, etc. Et j'ai arrêté mes grosses compulsions alimentaires dans lesquelles j'étais. Donc là, ça fait plusieurs mois. Mais depuis que j'ai lu ce livre, il y a un truc qui s'est passé dans ma tête et que je suis arrivée ici, donc ça fait une quinzaine de jours. J'ai comme une espèce de relâchement là. J'ai de nouveau une espèce de relâchement où j'ai plus envie de rien faire. J'ai vraiment envie de m'allonger. Vous voyez là les palmes du bananier derrière, et regardez. Voilà, regardez les arbres qui sont derrière. Il y a des fleurs de l'autre côté. Je sais pas ce que j'ai, mais j'ai l'impression que je peux rester comme ça dans le vide longtemps. Là, par exemple, je n'avais pas prévu d'enregistrer cette vidéo forcément. Je m'étais dit, on est à la fin de la journée pratiquement et j'ai des choses à faire. Je voudrais toujours, comme dans les vidéos de l'année dernière, continuer à trier les affaires de ma soeur jumelle qui sont entassées dans des valises et dans des cartons. Et des affaires à moi aussi qui sont douloureuses puisqu'elles me rappellent ma vie passée avec ma soeur et tout ça. Et j'ai une forme d'apathie, de léthargie, d'inertie immense. Et donc je n'ai pas eu la force, j'ai pas eu le courage, donc je suis... voilà, je me suis retrouvée à chercher partout un marteau parce que je voulais commencer à décorer la chambre dans laquelle je ne dors pas parce que c'est une chambre qui me rappelle ma soeur jumelle. Donc je dors pas dans cet endroit-là, mais j'en prends soin petit à petit, installer le lit, les coussins, les couvertures. Donc je passe tous les jours un petit moment dans cette chambre. Et c'est vrai que je passe un moment de communion avec ma soeur jumelle. Et je me suis dit, bon, on va passer à l'étape d'après. On va commencer un peu à la décorer, cette pièce, pour qu'elle soit de plus en plus accueillante, chaleureuse. Et donc je me suis mise en quête de chercher ce fameux marteau. J'ai fini enfin par trouver le marteau, mais déjà j'étais crevée rien que pour déballer les affaires et essayer de trouver des choses. Et puis j'ai pas trouvé les petits clous. Donc j'ai 3 tableaux que je voudrais accrocher au mur. J'ai des petits objets en bois, des trucs comme ça que je voudrais accrocher. Et je me retrouve avec le marteau, mais pas les petits clous. Et je n'ai pas la force. Alors, ceux d'entre vous là qui ont vécu un burn-out, vous savez ce que c'est. C'est exactement les mêmes symptômes. C'est qu'on n'a pas la force. On a juste la force de rester assis. Et voilà, de ressentir là, je sens une brise, le vent, écoutez le vent dans les feuilles. Et c'est tout. Voilà, c'est tout. Alors vous allez me dire, oui, alors fais-le. Fais-le.
Mais en fait, je me rends bien compte que là, je commence à être de plus en plus déprimée, ça commence à se voir. Et là, j'ai vu que ma mère, j'ai peur de l'inquiéter parce qu'elle aussi, en fait, elle souffre énormément de ce double deuil et elle fait ce qu'elle peut vraiment pour s'en sortir. Et là, moi, j'ai l'impression d'être arrivée en étant un boulet, quoi. Donc, j'ai pas envie de la tirer vers le bas parce que la différence qu'on a toutes les deux, c'est que c'est 30 ans d'âge. Et que quand on est plus jeune, on a beau râler, on a beau pleurer sur son sort, on est plus jeune, on a plus de vitalité. Et on a encore comme une espèce d'avenir possible. Dans le cas de ma mère, c'est plus difficile de garder le moral. À perdre sa fille comme ça, elle commence à me le dire un petit peu. Je sens la détresse qu'elle a, mais qu'elle cache en fait. Et donc toutes les deux, on est comme ça, on n'ose pas trop en parler. Et en fait, on a une véritable détresse. Mais on le cache, sauf que moi, ça commence à sortir de plus en plus. Donc, me laisser aller comme dans le livre, comme l'héroïne, allongée sur un lit, regarder par la fenêtre et regarder les palmes, alors que mon corps, en fait, est dans cet état-là, je n'y arrive pas. Je n'arrive pas à me l'autoriser. En plus, vous le savez si vous me suivez, que je suis en pleine formation, en plein milieu, exactement en plein milieu d'une formation création d'entreprise, donc en entrepreneuriat au féminin, et que j'ai du boulot à faire et que je le fais pour m'en sortir. Elle sera finie en mars de l'année prochaine, en 2025, et elle dépend totalement de moi. Si je me mets à bosser dessus, j'obtiens des résultats. Et si je ne le fais pas, je suis en train de payer pour rien. Pas vraiment pour rien, parce que j'ai accès à toute la plateforme de formation tant que j'en ai besoin. Mais si je ne vais pas dessus, je n'avance pas. Et en fait, j'arrive pas à tout faire. Je suis tellement fatiguée que j'arrive pas à tout faire. Voilà. Et en plus, pour terminer, j'ai des amis de ma mère qui m'ont demandé de leur faire un cours de yoga. Ils voudraient démarrer un cycle de yoga avec moi. Sur le moment, j'étais enchantée parce que je suis passionnée par le yoga et j'ai tellement envie d'aider les autres. Et j'ai dit oui. Alors, ils ont même trouvé une salle et tout ce qu'il faut, mais là, aujourd'hui, parce que ça, c'était hier, je me suis dit, mais qu'est-ce qui t'a pris de dire oui ? Comment tu vas faire pour retrouver suffisamment d'énergie pour donner ça, donner un cours aux autres ? Parce que ça dure 1h30 et voilà, en plus ce sont des personnes qui sont tout âgées, donc il faut faire très attention, ça me demande d'être extrêmement vigilante. C'est pour ça que c'est intéressant aussi d'ailleurs, hein, c'est pas ça le problème, mais... Et je me dis, mais c'est dommage quoi, parce que j'ai des opportunités, j'ai des choses comme ça, et je suis juste en train de me battre avec moi-même en me disant, mais pourquoi je me suis mis ça sur les épaules ? Alors que déjà, j'arrive pas à ranger les affaires, j'arrive pas à décorer la pièce, j'arrive pas à faire ma formation. J'ai déjà du mal à cuisiner, je le fais, mais je suis juste au radar un petit peu. Et me mettre quelque chose sur les épaules m'épuise. Voilà. Alors oui, je pense réellement que c'est la déprime qui fait que je suis dans cette sensation de fatigue énorme et que ça s'explique comme ça. En tout cas, voilà, c'était un peu les nouvelles. Depuis que je suis arrivée ici, depuis ce livre, depuis le passage à la maison de la plage, j'ai l'impression d'être vraiment encore face à une autre forme de la douleur. Je ne sais pas comment expliquer. Là, j'ai l'impression que c'est comme si je commence tout juste maintenant à comprendre ce qui est en train de m'arriver. Je suis dans le manque de ma soeur jumelle très très fort là. Je commence à être épuisée de l'attendre parce qu'au fond de moi, c'est ce que je fais. Je l'attends. Je me dis, mais bon sang, mais quand est-ce qu'elle revient quoi ? Je suis en train de négocier avec ça quoi. Je suis épuisée. Toutes les nuits, je suis perturbée. Je ne dors pas du tout des nuits complètes. Et la bonne nouvelle encore, c'est que ici, dans cette maison ici à Rabat, il y a un nouveau chat qui est arrivé aussi et qui a dormi avec moi 5 jours d'affilée. Là, il a disparu, je ne sais pas où est-ce qu'il est. Et je prie pour qu'il revienne sans tarder. Je sais que c'est un chat du quartier qui est vacciné, qui est très mignon, qui habite qui habite.
C'est-à-dire qu'il est dans une agence d'architecture à côté, dans la rue. Et dans cette rue, en fait, la personne, elle a déjà 7 chats chez elle, d'après ce que ma mère a compris. Et elle ne peut pas emmener cette petite chatte, en fait, en plus chez elle. Donc, elle la laisse à l'agence d'architecture. Et donc, le soir, elle est toute seule, la chatte. Et donc, elle est venue dormir chez nous, manger, dormir, manger, dormir, manger, dormir. Enfin, même pas manger, parce qu'en fait, elle vient même pas manger ici. Et elle vient juste pour dormir et se reposer, ronronner, chercher des caresses, être super présente. Et voilà, donc ça c'est quand même la bonne nouvelle. J'attends, j'espère qu'elle va revenir et m'apporter cette sécurité dont j'ai besoin aussi, et puis cette affection en fait. Voilà, encore une fois, je suis au milieu du passage, j'allais dire, je suis sur le navire qui navigue sur les océans. Et à chaque fois, la houle est différente, le climat est différent, les paysages sont différents. Je ne sais jamais où est-ce que je vais aller, où est-ce que je vais atterrir, est-ce que ça va être plus facile ou moins facile, et surtout quand est-ce que je vais pouvoir poser le pied quelque part et commencer à réellement récupérer en énergie, remonter la pente en fait. Parce que là, je ne fais que me forcer à ne pas dégringoler. Ce qui est déjà beaucoup, hein. Ça me demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de force en fait. Voilà. Alors, encore merci de m'avoir écouté jusque-là. Merci à vous, toutes les personnes là qui me laissaient des commentaires. Et merci à toutes les personnes anciennes aussi qui avaient eu beaucoup de gentillesse dans des vidéos que j'avais désactivées et qui ont eu... qui n'ont pas eu de réponse à leurs messages parce que j'avais, en désactivant les vidéos, j'avais simplement pas vu tous les messages qu'il y avait et qui ne sont plus d'actualité aujourd'hui, mais voilà, c'était vraiment pas volontaire. Merci vraiment de tout le soutien que vous m'apportez. Je sais que certains d'entre vous vivent ça encore aujourd'hui comme moi, même si le deuil est plus ancien. Vous vivez exactement ces mêmes émotions et voilà, donc je me dis que vivement que nous à qui je parle, là, toi, moi, nous tous, qui sommes sur cette chaîne, trouvions le chemin de la libération et puis beaucoup plus de bonheur, encore et encore plus de bonheur, parce que c'est notre, j'allais dire, c'est notre chemin de vie, de faire que notre vie devienne agréable tant qu'on est vivant. En fait, on ne peut pas mourir comme ça, on ne peut pas mourir maintenant comme ça, on ne sait pas comment ça va se passer. Et juste traîner comme des morts vivants, c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Donc je nous souhaite d'y arriver, voilà. Alors prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.